L'Astro et nos drôles de dames. Nous sommes avec Philippe Auclair, avec David Lorto, avec Simone Rovera. Fred Hermel va nous rejoindre dans un quart d'heure et nous raconter sa soirée avec toutes les vedettes du sport espagnol. Place tout de suite à l'Italie, jingle Simone Rovera. Où il y a des très bons attaquants. Des Insignes, bien sûr. L'Italie ne participera pas à une 19e Coupe du Monde. Désolé. Désolé pour ce jingle, Simone. C'est quand même assez bas comme coup, ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. mais c'est fort, c'est quand même marrant, moi j'aime bien. Toi, ça te fait marrer? Ouais, bon, attends, si ça nous arrive un jour, vous ferez la même chose, non? Bah, ça nous est déjà aussi. Je sais plus quoi dire. Moi, j'avoue que j'ai du mal parce que si ça m'arrive, j'ai pas envie qu'on m'en parle. Mais si, il faut. C'est que du football. Ah non, là, c'est. C'est Mais c'est que du football, Simone. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. L'Italie va s'en remettre. Et puis dans 4 ans, elle y sera. Puis voilà, pendant 5 ans. Bien sûr. Putain, c'est long, 5 ans. Ah ouais. Oh la vache. Bon, Simone, tu veux revenir Est-ce qu'on peut changer de consultant en cours d'émission? C'est Parce que... compliqué. Sauf si t'en as un autre Non, sous mais la main. c'est la même chose. Donc, bon, écoute. Tu veux un consultant italien? Tu préfères Roten ou Ducrot? Ah, je sais pas. À niveau, après l'élimination face à la Suède, je préfère Daniel. C'est le seul qui. C'est le seul qui te comprend. Il te faut que des Italiens. Voilà. D'ailleurs, je vous ai entendu en parler, pardon, mais et je me suis toujours demandé, Daniel, comment tu as vécu, parce qu'on sait que tu es un peu t'as deux patries, t'es binational. Comment tu as vécu le France-Italie de 2000? Je voulais te poser la question. Oh, c'est loin ça, je me souviens plus. C'est à 18 ans. Il n'y a pas eu que celui de 2000, non? Non, mais là pour un. Il y a eu 2006, il y a eu. Et dans le quart de finale 1998, les tirs au but, les gars. Voilà, il y en a eu beaucoup. Ouais. Bon. Mon premier, c'est 78. Comment tu les vis, Ton quoi, en premier général? France-Italie, ouais, comment tu les vis? Ça dépend des générations, des équipes, etc. Ou alors tu es tout le temps pour une. Non, mais bien, quoi, je sais pas. Non, bien. D'accord. Hum. Très bien. Vas-y, Vas-y, on vas-y, s'inquiète, question, là. Ouais, vas-y, voilà, cette c'est une question intime. Excusez-moi. Je J'ai voulu faire Mireille Dumas. je n'étale pas mes sentiments. Très bien. J'aurais pas dû faire T'aurais Mireille dû éteindre Dumas. un peu, baisser les lumières. Ouais, c'est ça. Je me suis Ah, emballé. c'est trop, il Alors, t'a vu venir. Simone, Il t'a vu ce venir. Naples-Juve, donc ça devait être le match où ça y est, Naples allait marquer son territoire, montrer que Naples avait les épaules du futur champion. À l'arrivée, pas du tout. Gonzalo est passé par là. C'est peut-être le match qui fait tourner cette saison, probablement dans les mauvais sens pour Naples. Ces buts d'Higuaín a remis presque à zéro tout ce qu'on avait dit, vu un début de saison, c'est-à-dire une Naples qui avait peut-être un niveau potentiel, les épaules pour être champion, qui avait l'envie d'aller plus loin, qui avait une maturité qui était différente de les dernières saisons. Et ces buts de Gonzalo Higuaín, et c'est encore plus lourd parce que c'est pas seulement la victoire de la Juve face au Napoli à Napoli, mais c'est une victoire sur un but de Higuaín qui donc il faut faire un double considération sur les résultats et sur les buteurs. A remis à zéro, on peut dire, tout l'avantage de Naples en ces débuts de saison. Et à zéro, en début de saison, la Juve était encore les favoris pour les titres. Donc, en ces moments, c'est difficile de faire un nouveau pronostic parce qu'on ne s'attendait pas de voir Naples. On pouvait s'attendre de voir Naples perdre face à la Juve, pas d'une façon si nette, c'est-à-dire que Naples a eu tous les ballons, tout l'avantage de la possession, mais ça n'a jamais presque mis un danger Buffon. Il s'est fait traiter comme une gamine par quelqu'un d'adulte, et ça fait vraiment mal dans la tête et dans les jambes des joueurs de Naples. Dans les jambes surtout, Insigne va se blesser, il va rater les matchs de Ligue des Champions, et on sait quel enjeu il y a encore pour Naples en Ligue des Champions. Et Insigne jouait tous les matchs de Naples depuis octobre 2016. Il a joué 60 matchs d'affilée comme titulaire. C'est une absence qui arrive après la défaite face à la Juve, une absence qui était déjà due à la fatigue qu'il avait accumulée dans les dernières semaines, sans jouer malheureusement cette Italie-Suède. C'est un début de pubalgie, et l'effet qu'il arrive un peu à baisser les bras en ces moments pour la douleur, et il sort pendant ces matchs quand lui, symbole de Naples, devait être l'homme qui peut être, c'est lui qui prend des Naples sur ses épaules, même s'il est petit, mais il a des grandes épaules à niveau de football, et l'amener vers les titres. À mon avis, c'est un signe évident que Naples est beaucoup plus faible à niveau mental de ce qu'on attendait. En même temps,
derrière, on a un scénario magnifique. C'est la meilleure Serie A depuis 2006, sûrement, depuis la descente de la Juve, la remontée et un peu les dynasties qu'il y a eu, la grande Inter et cette Juve imbattable. C'est très compliqué de dire ce soir qui va être champion. L'Inter est toujours peu solide, la Rome est juste derrière, mais surtout ces soirs, après vendredi soir, mais encore jusqu'à samedi soir, quand il y aura Juventus Inter. Et là, peut-être, on va voir quelque chose qui change encore. Et si c'est la Juve qui gagne, je pense que les titres peuvent prendre, pas tranquillement, mais peut prendre potentiellement la route de Turin pour la 7e année d'affilée. Chaque année, depuis 2006, il y a toujours une équipe tellement plus forte que tout le monde savait qui gagnait au début. Avec la Juve, on savait que c'était pas tellement plus fort cette année, mais il y a un équilibre que je pense que c'est magnifique. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur championnat d'Europe parce que c'est pas ça, mais c'est aujourd'hui celui où il y a les majeurs équilibres et les 4 clubs qui sont en tête au classement peuvent gagner. Donc ça nous donne un magnifique spectacle. Donc ce but de Higuaín, ça ouvre aussi un championnat qui était, oui, encore ouvert, mais ça risquait de prendre une direction de Naples qui aurait été magnifique pour les spectacles, mais ouais, enfin, c'était pas non plus décisif, même si Naples gagnait. Mais pour la tête des Naples, même si si, je pense que moralement, messieurs, vous pouvez pas dire à 6 mois de la fin d'un championnat, quand une équipe est à 4 points, que c'est terminé pour elle. Il y a des matchs Naples avait besoin de cette victoire contre la Juve. Mentalement, tu peux pas savoir sur quel rail ça les aurait placés. Vous m'avez pas compris. Simone dit si Naples gagnait, c'était fini pour la Juve. Non, c'était pas fini, mais c'était vraiment important. C'était vraiment important. Ouais, important peut-être, mais enfin voilà, on peut pas tirer de conclusion pour l'instant. C'est un championnat tellement serré, tellement plaisant justement que tu peux tirer aucune conclusion. Et même si l'Inter gagne contre la Juve, samedi prochain, c'est pas fini. Enfin, c'est sûr. On pourra pas dire samedi prochain. Je te donne rendez-vous lundi prochain. Tu verras, peu importe le résultat, que tu me diras que tout est encore possible. Mais pour ce tout le sera monde. si jamais l'Inter gagne, que c'est pas fait, ce sera un énorme examen encore de l'Inter réussi après la victoire face à la Roma à Roma, après le match nul face à Naples, quand Naples semblait intouchable. Si jamais l'Inter déjà s'en sort bien de Turin, à mon avis, fait un gros pas vers la maturité. Et l'Inter a joué Benevento. Et il a gagné, mais avec souffrance. C'était un match très compliqué. Allons-y sur Benevento. Donc ça y est, Simone, vous avez votre Grégory Vimbé, votre Ali Hamada, votre gardien qui égalise à la dernière minute. Votre Chilavert. Oui. Ah oui, mais Chilavert, il montait pas. On avait déjà... Si, il montait Chilavert aussi. Sur les coups francs, corner et tout ça, il montait. Il tirait les coups francs. Les pénaltys aussi, je crois même d'ailleurs. Alors, autant pour moi. Pénalty, coup franc, il est non, mais lui, il montait pas genre sur un corner comme ça. Bah oui, Chilavert, moi j'ai déjà vu monter. Si, je pense. Tirer les coups de pied arrêtés, mais lui qui montait, ça me dit rien. Ouais, moi aussi, ça me dit rien. Déjà, on a eu. Bon, bref. Peut-être que personne l'a vu, mais en Coupe d'Italie, on a eu un gardien qui a pris la barre transversale sous coup franc, les gardiens du Torino, cette semaine. Et les frères. Il frappe il a frappé sur la barre, un coup franc. Je croyais qu'il s'était pris la barre dans la tête sur un coup franc. Et c'est les frères de Milinkovic-Savic, les joueurs de la Lazio. Donc on peut dire qu'il a un bon ADN. Mais l'histoire de Benevento, c'est magnifique. Tout le monde la connaît. Maintenant, il a fait le tour du monde. Donc il faut quand même un peu raconter qu'est-ce qui se passe. Premier match de Gattuso. On avait dit ici que pour Gattuso, c'était pas un cadeau d'aller jouer face à Benevento qui attendait 7 points après 14 défaites consécutives. T'avais rien à gagner, tout à perdre. T'avais rien à gagner, toi à perdre. La chose plus drôle et plus bête que les dirigeants du Milan ont fait ça pour faire en sorte que Gattuso commence avec une victoire. Ils ont décidé de virer Montella pour permettre à Gattuso de commencer avec une victoire. Et comme il a un bon calendrier derrière, il disait Milan va enchaîner. Ce qui s'est passé, c'est une histoire incroyable. Déjà, il faut dire que sont 17 000 plus ou moins les spectateurs à Benevento, Stade Ciro Vigorito. Et vous savez, un club qui a perdu 14 matchs sur 14, vous pensez que les spectateurs, ils veulent plus les voir. Ils restent à la maison. Et non, il était tout là. Les stades étaient guichet fermé. Et à la 95e minute, quand Milan menait 2-1, ils étaient encore tous là à voir qu'est-ce qui s'y passait.
Et qu'est-ce qui se passait? C'est l'impondérable, c'est les gardiens qui montent, un gardien qui après le match te dit il marque un but de la tête, et les gardiens après le match te disent moi je suis pas capable d'aller chercher un ballon de la tête, donc j'ai fermé les yeux et je me suis jeté. C'est poétique comme image dans le foot professionnel, où même une corner est calculée avec les blocs et il y a 300 schémas pour tirer un corner, une gardien qui ferme les yeux et se jette et marque un but. L'histoire est magnifique, ce gardien était méconnu au grand public, c'est un joueur qui appartient à la Juve, qui a fait des prêts un peu partout, n'a jamais réussi à percer. Il était remplaçant à Benevento en début de saison. Après, avec les mauvais résultats, ils ont changé aussi de faire un changement de gardien, parce que tu peux tout changer, ça ne change rien, mais tu donnes l'occasion à un autre joueur d'être protagoniste. Et c'est un joueur qui jusqu'à 8 ans il faisait des courses en vélo. Il aimait plus les vélos que les footballs, même si son père était entraîneur des gardiens. Jusqu'à l'âge de 8 ans ou jusqu'à l'âge de 8 ans. Ah, jusqu'à l'âge de 8 ans. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ce qui a fait basculer son envie d'aller chercher les footballs plutôt que les vélos, c'est la fin de carrière précoce de Marco Pantani. Lui était enfant de Pantani. Il courait avec le bandeau du pirate. Voilà. Et la bandana, bandana. Et quand Pantani a terminé sa carrière avec les accusations de dopage, son corps a été brisé, on peut dire, mais c'était très jeune. Et donc, il a décidé de prendre l'autre direction, plus de famille, donc de choisir le football. Aujourd'hui, en Italie, on parle que de ça. Bien sûr, il y a tous les journaux qui ont parlé de lui. Lui était invité sur une grande émission hier soir. Donc, vraiment, les protagonistes, si vous regardez sur la toile, sur Internet, sur Twitter, son but est commenté dans tous les langues du monde. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a raconté. C'est l'histoire, la belle histoire. On espère que Benevento, aujourd'hui, puisse rêver. Il a réussi ce que tous les gardiens amateurs rêvent de faire un jour. Jean-Louis, c'est l'occasion de vous parler d'une autre personne, et je pense qu'on en reparlera il n'y a pas très longtemps, parce qu'il vient de trouver un job. C'est un gardien qui s'appelle Glass, qui était comme le verre, Jimmy Glass, qui était le gardien. Je pense que ça doit être le plus grand exploit, je pense, de ce type. Puis, il jouait pour Carlisle. Dernier match de la saison 98-99, ils sont à domicile contre Plymouth Argyle. Ils doivent absolument gagner pour éviter la relégation. On est dans le temps additionnel. Il reste 10 secondes. Le score, c'est 1-1. Carlisle gagne un corner. Et Glass monte de sa surface, vous devinez la suite, reprise de volée, marque le but, et grâce à lui, Carlisle sont restés, n'ont pas été relégués. Et le mec, et c'est extraordinaire, mais le mec a très mal vécu ça, et il est devenu ensuite chauffeur de taxi. Et ça lui a un petit peu tourné la tête, il est devenu chauffeur de taxi, et il vient seulement de revenir dans le football. Et ça, on en reparlera, mais Daniel, tu vois, à la limite, on en parlera dans Transversal de ce genre d'histoire. Ah bah oui. Parce que le mec est maintenant à Bournemouth et il travaille pour le club de Bournemouth. Mais oui, faites un Transversal spécial gardien qui marque. Et pourquoi pas, c'est une très bonne idée, ça. Mais oui. En Italie, on a eu Michelangelo Rampoul, Massimo Taïbi. Il y en a plein. Ouais, après, il faut les relier dans une histoire. Tu peux pas tous aller les voir. Je t'en fous, Daniel, tu voyages. Tu relis l'histoire. L'histoire, c'est le gardien qui a marqué. Puis après, celui qui a le plus marqué, c'est Roger Rossini. C'est lui le plus buteur des gardiens. Il y a moins de folie par un gardien qui tire les coups francs pour un gardien qui monte, ferme les yeux et marque un but de la tête. Oui, il faut faire ça. Trouvez-moi un angle parce que vous n'avez pas d'angle. Ok, excusez-moi, je suis le rédacteur en chef de l'émission. Quand on me propose des idées, il faut que ce soit anglais. C'est incroyable cette émission-là. Non, mais il n'y a pas d'angle dans ton histoire. C'est juste un gardien qui marque. Et quelle histoire tu racontes une fois que tu as dit machin, il a mis un but? Et les conséquences derrière pour leur vie, si tu veux. Il y a celui qui a pété les plombs, il y a Ali Hamada qui est devenu nul derrière. Là, on est un peu mieux déjà. Merci. J'ai l'impression d'être à l'école de journalisme. Là, je suis de retour. Là, on est un peu mieux là quand même. Tu sais que tu m'as donné un cours. Là, tu précises. Tu t'en rappelles pas, mais dans l'école de journalisme où j'étais, je me souviens pas. t'es venu faire un cours de CV. Et voilà Tu sais ce qu'on pourrait faire aussi, Daniel? C'est génial. Non, j'ai aucun souvenir de ça. C'était magnifique. On pourrait faire un truc autour d'objets symboliques, justement, parce que par exemple, la chaussure avec laquelle il a marqué le but, Monsieur Glass en l'occurrence, Jimmy Glass, est exposé au Musée national du football Ce qui est mauvais signe pour lui, c'est que ce soit pas ses gants qui soient exposés. C'est vrai. T'as raison. Allez, dans un instant, l'Allemagne et l'Espagne dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.